locale est aussi une forme d'entrepreneuriat. Mais moi, si j'avais aussi un commentaire qui me venait à l'esprit en vous écoutant, en tant que ministre, vous fonctionniez un peu comme un entrepreneur, en fait. Un peu pompier, un peu bâtisseur, avec… Si vous voulez, on a fait la fonction pompier tout à l'heure. Oui. Non, mais là, on était commando, c'était le GIGN. Oui. Voilà. On arrivait, on débarquait, on nettoyait la place, on disait aux gars, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On prenait le pouvoir sur les problèmes. Oui. Ce que ne fait pas le politique. Le politique, sa maladie, c'est de se défausser. C'est de dire, voyez un autre, j'y peux rien, on verra. C'est-à-dire, moins il a d'ennuis, mieux c'est. Bon, nous, on a dit, on aura des ennuis, on va les affronter. C'était l'Everest par la face nord en tongs. Voilà. On a dit, on fait comme ça. On assume. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un tempérament, hein, un peu défi, un peu sportif. Voilà, c'était un sport de combat. J'avais plutôt l'impression de ça. Alors après, on a fait l'architecte. On a construit, on a fait les 34 plans industriels. Oui, Jean-François Moll, ancien fonctionnaire du greffe et ancien du groupe Danone. Donc, moi, de toute façon, bonjour, enthousiasmé par la première partie du politique qui va au charbon. Donc ça me va très bien. Mais vous parlez de vos plans industriels et j'ai le souvenir, mais comme ce n'est pas mon secteur, je suis très prudent, justement qu'ils étaient assez divers. Et est-ce qu'il n'y avait pas une différence fondamentale de nature entre le côté curatif, gestion de crise, où vous étiez par définition obligé de prendre ce qui venait, tout secteur industriel, quel que soit le secteur industriel, et la partie politique industrielle où le vague souvenir que j'ai, excusez-moi, parce que ce n'est pas mon boulot de tous les jours, était finalement, même avec 34 plans, une trop grande diversité pour avoir un réel impact. Mais ce n'est pas une critique, parce que vraiment bravo pour ce que vous avez fait. Écoutez, merci de votre question. J'ai retrouvé là la liste, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, je vais vous la mettre en caméra, la liste des 34 plans industriels. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi il y en a eu 34? Ça va de la voiture au moins de 2 litres, la chimie verte et biocarburants, le big data, la nanoélectronique, la souveraineté télécom, la rénovation thermique des bâtiments, les satellites électriques, les dirigeables, même un plan sur les dirigeables. Pourquoi on a fait ça? D'abord, on a 73 pôles de compétitivité dans notre pays. On a des entreprises dans tous les secteurs. Des petites, beaucoup, qui ne percent pas, et beaucoup de grandes aussi, parce qu'on a des grands groupes mondiaux. Donc, dans les filières, moi, j'ai travaillé sur ces plans dans les filières. C'est-à-dire, ce sont les filières qui ont proposé leurs plans. Ce n'est pas moi qui, j'allais dire de façon unilatérale, verticale et jupitérienne, et dit on va faire ça. Ce n'est pas les plans de Pompidou et des Ambert, vous voyez, c'est les plans des filières qu'ils avaient souvent dans les cartons, qui n'arrivaient pas à faire marcher. Donc, par exemple, prenons le dirigeable. Le dirigeable, on a dit Airbus, plus la petite boîte d'Aix-en-Provence qui avait travaillé là-dessus, qui a des brevets, plus des coopérations mondiales, parce qu'on ne peut pas tout faire en France. C'était ça, le dirigeable. Bon, Airbus a abandonné, parce que Enders a eu des problèmes avec les États-Unis, etc. Et il a viré celui qui était le patron de la R&D, qui s'appelle Jean Botti, qui avait fait l'avion électrique. Mais l'avion électrique, on l'a fait. Là aussi, Airbus a abandonné, mais c'est Jean Botti qui continue à le faire maintenant avec des investisseurs étrangers, parce que plus personne ne le finance. Mais on en a besoin de l'avion électrique pour remplacer les jets, etc., pour faire l'avion taxi, etc. On en a besoin, puisque c'est un progrès, c'est l'hybride, c'est un progrès par rapport à la propulsion thermique. Il y avait un plan, je prends l'exemple d'actualité, il y avait un plan sur les équipements de diagnostic de santé et sanitaire qui constatait qu'on avait 800 millions de déficit extérieur sur les équipements de diagnostic. Donc, on avait décidé d'investir dans le secteur, de prendre plusieurs entreprises et de leur faire piloter le plan. C'est-à-dire que nous ne pilotions pas le plan. On le concevait avec les entreprises du secteur qui avaient des idées et on les consignait. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait des ententes entrepreneuriales entre les entreprises. Voilà, un mot banni par l'Union européenne. Et je disais, je vous organise une entente, je vous couvre. Voilà.
On va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met en commun. La BPI était toujours à la table. Et d'ailleurs, tous ces plans, j'avais pris 3 personnalités extérieures qui les expertisaient, qui connaissaient les choses et qui disaient ça, je ne comprends pas, ça, c'est n'importe quoi, ou ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on avait trouvé une méthodologie pour les faire naître. Donc, c'est des plans qui étaient fédérateurs, c'est des plans qui étaient auto-générés par les filières, c'est des plans qui étaient pilotés par le privé, mais il y avait de l'argent public et des ressources publiques. Par exemple, il y avait un plan sur les batteries, c'est le seul qui a survécu. Hein, c'est celui qui a été repris par le maire aujourd'hui et qui d'ailleurs donne des soucis parce qu'ils sont allés chercher les Allemands. Si vous attendez d'avoir les Allemands avec vous, vous pouvez attendre longtemps. Les Allemands sont nationalistes. Il n'y a que nous qui sommes européens. Donc, en fait, il ne faut pas attendre les Allemands. Il faut faire notre plan batterie, puis après négocier avec les Prussiens. Voilà, là, ça marche. Mais si vous attendez d'avoir de la gentillesse de l'autre côté du Rhin, alors qu'ils nous méprisent souverainement, je pense que vous pouvez attendre longtemps. Donc, tout ça, ça ne marche pas. En vérité, le plan batterie a été conçu avec le secteur des boîtes, il y avait Saft et beaucoup d'autres, mais surtout le CEA, parce qu'il y avait un laboratoire qui s'appelle le LITEN, qui maîtrisait toutes les briques technologiques pour arriver à la batterie. Il y a d'énormes composants, des problèmes de terres rares, de matériaux, etc. Et d'orientation technologique, avec le lithium, est-ce que c'est le ion, le polymère, métal polymère, etc. Donc, on avait d'ailleurs refusé de faire des choix d'orientation technologique parce qu'on avait atterri sur l'idée que le marché allait certainement faire des choix et qu'il était trop tôt pour nous-mêmes choisir. Vous voyez, comme nous étions raisonnables. Et tout ça a été quand même un peu abandonné parce que les briques, elles n'ont jamais été faites. J'ai rappelé la patronne du LITEN, elle m'a dit écoutez, c'est resté du papier parce qu'il n'y avait plus de ministre pour le faire. Une chose qui me semble, c'est que quand on est ministre, c'est plus facile de légitimer le rôle de pompier que celui d'architecte. Quand on est pompier, il y a la pression de l'urgence et c'est un rôle légitimement. Mais quand on est architecte, il y en a toujours qui chipotent et puis il faut du temps, puis on n'est jamais sûr d'avoir le temps. Est-ce que ce n'est pas en fait plus difficile? Non. C'est plus facile parce que justement, il n'y a pas l'urgence, donc on peut réfléchir et on a fait sortir quand même de très beaux projets. Malheureusement, je les ai lancés en 2013-14 et je suis parti, mais sinon, je pense que… C'est la durée qui peut manquer à un ministre. Non, c'est la continuité entre les ministres. Oui, moi, je m'en fiche de rester ministre. Moi, je ne cherche pas un boulot, vous voyez. J'en ai des boulots. J'en ai du boulot. Non, ce qui compte, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi dans ce pays à considérer que la question industrielle, c'est une question transpartisane qui doit survivre à toutes les élections, les alternances et je ne sais quoi. Voilà. Je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais présenté ça à l'Élysée, 34 plans, ça ne fait pas 34 buts. Mais si vous faites 10 buts, vous en ferez 5. Si vous en faites 34, vous en ferez peut-être 20. Et le problème, c'est que la France est retardataire. Donc, il faut qu'elle rattrape son retard. Donc, il fallait partir tous azimuts. On en a les moyens, on a les ressources, on a les gens. Donc, l'ambition n'est pas interdite. Et ce n'est pas parce qu'on en fait 34 qu'on les fait mal, puisqu'ils sont portés par les filières. Et ce n'est pas parce qu'on en ferait 10 qu'on en ferait bien. La preuve, c'est qu'il n'y en a plus. Donc moi, je ne suis pas pour l'idée que moins on en fait, mieux c'est. Ce n'est pas vrai. Moins on en fait, moins ça aboutit. Plus on en fait, plus ça a des chances d'aboutir. La question du management. En politique, la communication structure l'action. Elle ne dicte pas, mais elle structure. Parce que le narratif vous dicte organise en quelque sorte votre agenda. Donc, vous êtes en situation vous êtes un peu prisonnier de votre communication. Dans l'entrepreneuriat, c'est l'action qui structure la communication. C'est parce que vous avez fait que vous avez délivré, réalisé, concrétisé, que vous pouvez le dire. En politique, c'est différent. C'est un peu ce que Jean Guiton philosophe, avait théorisé dans le travail intellectuel. Il disait « Je dis que je vais le dire. Je le dis. Je dis que je l'ai dit. Voilà, je dis que je vais le faire. Je le fais. J'ai dit que je l'ai fait. » Bon, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, dans la
dans l'action publique, c'est fondamental parce que vous pouvez faire des tas de choses que tout le monde ignore et du coup, ça ne crée pas de dynamique autour de l'action que vous créez. Donc, la communication est fédérative. Elle crée des dynamiques et elle change les choses. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes fautif. Voilà. Alors, dans l'entrepreneuriat, vous pouvez vous adresser de façon beaucoup plus lente et plus méthodique à votre marché, hein, à vos interlocuteurs ou vos partenaires. C'est toujours le même message d'ailleurs. Mais les ministres sont choisis par le suffrage universel. Hein, donc, on ne peut pas espérer corriger un mauvais ministre par son administration. Si le ministre est mauvais, l'administration est mauvaise. Voilà. Quant au cabinet, il a pour objectif de contrôler l'administration. Donc moi, je suis pour la renaissance des cabinets parce que c'est une manière d'abord de faire en sorte que l'administration soit sous un regard différent. Moi, dans mon cabinet, mes différents cabinets, j'en ai plusieurs, j'ai mélangé des militants, des intellectuels, des scientifiques, des ingénieurs et des hauts fonctionnaires. Il y avait des militants qui avaient collé les affiches et qui connaissaient les problèmes parce qu'ils venaient des associations, du syndicalisme, du terrain. Il y avait des praticiens qui venaient de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Il y avait des intellectuels scientifiques qui venaient de l'université, de l'enseignement. Et il y avait des hauts fonctionnaires, donc ce n'était pas monocolore. Et c'est parce qu'on avait ça qu'on contrôlait l'administration. On leur faisait bosser en leur disant non, là on n'est pas content, là on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, c'est les administrations qui vendent aux ministres leur politique, parce que ce sont des ministres qui n'ont pas de consistance pour la plupart. Et ils n'ont pas d'expérience, pas de connaissances, ils n'ont pas travaillé dans la société pour être en mesure de bien maîtriser leur dossier. Donc, en conséquence, c'est l'administration qui vend les politiques et qui vend toujours la même politique. Hein. Donc, il faut, d'abord, moi je crois qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres de l'administration. Voilà. Il faut mélanger les profils, faire partir tous ces gens en mobilité. Bref, il y a du travail à faire dans le management administratif. Et puis, dans la décision politique, dans l'action politique, il faut avoir un cabinet arc-en-ciel. Voilà. Alors après, la directive Bolkestein, ça c'est la naïveté européenne, si vous voulez. C'est-à-dire que la France, bonne élève de la classe européenne, est la victime des politiques de l'Union européenne. Donc maintenant, c'est la rébellion qui a commencé, hein, pas qu'en France d'ailleurs. Donc tout ça, c'est terminé. Donc légal, pas légal, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faudrait construire une vraie subsidiarité un peu à la Karlsruhe, hein, tribunal constitutionnel, en reprenant finalement le droit tel qu'il était conçu, le droit européen auparavant dans les premières années de l'intégration européenne jusqu'en les années 80, c'est-à-dire un droit qui n'est pas d'intégration automatique. Chaque Parlement, il y aura la possibilité de défendre ses spécificités. Ce n'est pas un drame. Si nous n'avons pas les mêmes lois dans tous les pays, ça ne fera pas mourir les Européens pour autant. Voilà. Il y a une des actions que vous avez prises en tant que ministre qui a eu finalement un impact important sur le terrain et qui a peut-être été sous-estimée ou pas suffisamment commentée, c'est la modification que vous avez faite sur le contrôle de l'État sur les investissements étrangers. Et le fait d'élargir fortement le champ d'action de l'État dans les secteurs économiques qui, on va dire, jusque-là étaient essentiellement réservés à la défense nationale et aux industries qui intéressaient la défense nationale. Et tout d'un coup, vous avez dit on va étendre le contrôle des investissements étrangers sur les secteurs stratégiques, c'est-à-dire les transports, il y avait l'aviation, il y avait l'énergie, il y avait tout un tas de secteurs. Et ça a été aussi fondamental. Nous, on s'en est servi quand on a eu un certain nombre de comportements agressifs ou prédateurs de la part d'entreprises étrangères sur des entreprises du territoire, parce que malheureusement, c'est ça aussi la réalité quotidienne. On portait la politique qui s'appelle l'intelligence économique, qui est aussi un des grands points faibles aujourd'hui de la France dans la manière dont c'est intégré dans les politiques publiques et dans la politique des entreprises. On a vu des gens qui étaient des faunés de Boeing commencer à s'intéresser de près à des prises de participation dans des sous-traitants stratégiques d'Airbus, enfin des choses qui existent, hein, c'est la vraie vie. Et cet outil-là que vous avez mis en place, qui n'a d'ailleurs jamais été remis en cause par vos successeurs, me paraît aujourd'hui être un atout considérable, notamment dans la crise qu'on vit aujourd'hui,
où on est en train de se redemander comment est-ce qu'on va pouvoir assurer la souveraineté économique dans des secteurs notamment liés à la santé, sur les vaccins, sur les dispositifs médicaux, etc. Et je pense que ce que vous avez fait à ce moment-là peut être une première pierre posée à une reconstruction d'une politique de souveraineté économique dans ces secteurs-là. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur cette action-là que vous avez portée, peut-être la manière dont vous l'avez vécue de l'intérieur, parce que ça n'a peut-être pas été de tout repos de faire accepter cette mesure-là, et la manière dont vous pensez qu'on pourrait s'en sortir pour la suite. Merci de ce rappel. En fait, oui, non, ça a été difficile d'imposer ça. Mais aujourd'hui, l'Union européenne fait la même chose. Parce qu'on m'avait prédit, je me souviens des débats à l'Assemblée nationale, l'opposition disait vous passerez jamais la rampe de la Commission européenne. Je leur ai dit la Commission européenne, on en fait notre affaire. Et la Commission européenne, elle a mangé. Elle a pris. Pour une raison simple, c'est que le monde a changé. Et qu'aujourd'hui, la Commission européenne, elle dicte, elle incite, enfin, elle édicte le même type de texte. Voilà. Donc, moi, j'avais été frappé de voir que dans les pôles de compétitivité, un jour, j'ai eu la visite d'un dirigeant d'une grande boîte américaine qui m'a dit, vous savez, monsieur le ministre, qui était français, hein, donc il me devait une forme de loyauté. Il dit, vous savez, nous, on a pour ordre de faire notre shopping, nous, pour le compte des Américains, dans les pôles de compétitivité. Donc là, j'ai dit, ça suffit. Voilà. Non, le problème de mes successeurs, c'est qu'ils ne l'ont pas appliqué. Ils ont vendu Technip, ils ont vendu Alstom, ils ont laissé partir STX, ils ont… enfin voilà, c'est quand même lamentable. J'ai là les plans chinois de 2015 pour 2025. C'est un plan qui s'appelle Made in China, hein, qui est dicté par le gouvernement chinois, avec les 10 secteurs clés dans lesquels ils ont prévu de créer 40 centres d'innovation. C'est leur pôle de compétitivité, en fait. Et 15 ont déjà vu le jour. Alors, vous avez nouvelles énergies, robotique, aéronautique, ingénierie océanique, ferroviaire, télécom, nouveaux matériaux, machinisme agricole, biomédecine. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces secteurs? Télécom, on a tout vendu, Alcatel. Ferroviaire, on a failli vendre à Siemens ce qui restait. Heureusement, on va faire Bombardier. L'ingénierie océanique, on a vendu, c'est Technip. L'aéronautique, on a laissé partir la TECOER. La robotique, c'est nous qui sommes importateurs et on n'a pas réussi à protéger notre secteur. Les nouvelles énergies, Alstom a été vendu, comme vous le savez, General Electric. Le machinisme agricole, il n'y en a plus en France. La biomédecine, on en a encore grâce à l'industrie pharmaceutique, mais vous avez vu comme ils sont internationalistes. Quant aux nouveaux matériaux, ça dort dans les cartons du CNRS et du CEA. Voilà le niveau de la France par rapport aux Chinois. Donc, il ne faut pas s'étonner si on devient les esclaves des grands empires américains et chinois. C'est tout. Voilà. Un pays qui ne s'intéresse pas à ça n'a aucune chance de survivre dans le monde actuel.